Sud Nuit, le journal. Bonsoir, 22h dans nos studios, la même heure à Matam, à la une de l'actualité. Panne du scanner de l'hôpital de Ourossogui, conséquence les victimes d'AVC et d'accidents de la route paient un lourd tribut. L'alerte est du chef du service d'accueil des urgences de l'hôpital de Ourossogui. Mesures restrictives de lutte contre la Covid-19, le gouverneur de Kaolack applique à la lettre les mesures édictées. Alioune Badara Mbengue avertit les récalcitrants. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Kaolack qui a enregistré 12 décès, soit un taux de mortalité de 6% au centre de traitement. Nous ferons le point dans cette édition. Épreuve anticipée de philosophie, les centres d'examen devant accueillir les 155 110 candidats devant composer demain sont fin prêts au moment où les populations de Ndiaganiao sont dans tous leurs états. Elles réclament le bitumage de l'axe Ndiaganiao-Sandiara. La tutelle maître Oumar Youm est interpellée. Sur l'international aux États-Unis, Joe Biden qui a choisi sa colistière alors de Mali. La 4e grande manifestation du mouvement du 5 juin s'est tenue ce mardi sous une pluie fine. Ibrahim Sori Meiga va nous en parler dans cette édition dans laquelle vous sera également proposée la page santé avec Marie-Rosalie Ndiaye, Hassan Thioune à la technique. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Les malades d'AVC, les accidentés de la route meurent dans les structures de santé de la région de Matam. Pour cause, le seul scanner de la région est tombé en panne depuis plus d'un mois, obligeant les évacuations vers Diourbel, un voyage souvent fatal aux malades. Nous y reviendrons certainement en cours d'édition avec Abdurrahman Diène. Voilà, l'élément vient donc de nous parvenir avec ces malades d'AVC et les accidentés qui meurent dans les structures de santé de la région de Matam. Pour cause, le seul scanner de la région est tombé à panne. L'alerte est du chef du service d'accueil des urgences de l'hôpital de Ourossogui qui s'est confié à Abdurrahman Diène. Suivons son reportage. À Matam, les accidentés et les malades des AVC agonisent dans les structures de santé. Pour cause, le seul appareil de scanner que compte la région est tombé en panne depuis plus de 4 semaines. Une situation qui oblige les techniciens de santé à autoriser des périlleuses évacuations vers Diourbel, révèle le chef de service d'accueil des urgences de l'hôpital de Ourossogui. Cette situation du scanner de l'hôpital de Ourossogui est tombée en panne. C'est un calvaire autant pour les gens de la santé que pour les malades qui doivent bénéficier de cet examen complémentaire, qui donc se voient obligés d'aller jusqu'à Diourbel, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, l'hôpital de Touba aussi vivait le même problème. Je pense que récemment, ils ont pu régler leur problème. Mais donc, c'est des patients qui sont évacués, soit sur Diourbel, soit sur Touba, pour faire le scanner et pouvoir éventuellement bénéficier d'une prise en charge adéquate. Selon Dr Baindongo Diouf, ces évacuations constituent un véritable chemin de croix pour les patients et qui perdent un temps vital. Un calvaire pour les patients parce que, c'est des dépenses supplémentaires. Voyager sur une longue distance pour faire un scanner et revenir. C'est de l'énergie, c'est un délai prolongé donc par rapport à la prise en charge. Donc disons en résumé un peu les soucis que nous pose un peu le problème de cette panne du scanner de l'hôpital de Ourossogui. Ces retards dans la prise en charge entraînent souvent une perte en vie humaine, notamment chez les victimes des AVC. Et dans les dernières 48 heures, l'absence de scanner a fait une victime. Par exemple, j'ai reçu durant le week-end 5 tableaux d'AVC. Et le premier examen qu'on demande devant un AVC, par exemple, c'est un scanner cérébral. Mais c'est des patients qui ne peuvent pas bénéficier de cet examen parce que l'hôpital n'en dispose pas. Et donc du coup, le tableau d'AVC, ils sont là. Il ne peut pas faire de scanner, donc la prise en charge est déjà compliquée, même s'il y a un scanner, donc encore plus compliqué s'il n'y a pas de scanner qui est disponible. À l'heure où la Covid-19 est en pleine expansion, le plateau médical de la région de Matam est dans un état alarmant. Il n'y a pas de scanner ni de médecins anesthésistes pour une population estimée à plus de 600 000 habitants. Matam, Abdurrahman Diène pour Sud FM. Vous l'avez dit, Abdurrahman Diène, cette panne intervient au moment où la crise sanitaire court au Sénégal. À la date du 11 août 2020, la région de Kaolack a enregistré 127 cas positifs et 12 décès. 71 hospitalisations ont été recensées au centre de traitement des épidémies où le taux de mortalité de la pandémie est de 6%. Le virus circule à Kaolack d'après le médecin du bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique de la région médicale de
Kaolack, Dr Bassirou Ndir avec Mamadou Camara. À ce jour, au niveau de la région de Kaolack, nous sommes à un cumul de 127 cas confirmés positifs. Parmi ces 127 cas, 89 ont été déclarés guéris. 11 sont actuellement sous traitement et malheureusement, on a déploré depuis le début 12 décès. Aussi, malheureusement, il y a 4 refus de traitement. Ils étaient même 5, mais il y a l'un qui est guéri. C'est 4 personnes qui avaient dit qu'ils refusent de se faire traiter. Voilà la situation actuellement. Et si on le prend par district, le gros lot, c'est le district de Kaolack qui à lui seul regroupe 118 cas, le district de Nioro avec 7 cas, le district de Nguinguinéo avec 3 cas et le district de Ndofane avec un seul cas. Et parmi ces cas, il faut signaler qu'il y a des voyageurs sortants, c'est-à-dire des Sénégalais qui voulaient partir à l'extérieur, qui sont allés se faire tester, qui sont revenus positifs, qui sont au nombre de 3. Donc voilà actuellement la situation à ce jour. En quarantaine, nous sommes à 49 contacts qu'on suit actuellement. Vous savez, la quarantaine proprement dite dans les hôtels ne se fait plus. On le fait dans les maisons. Donc on les laisse à domicile et on les suit. Donc c'est pas carrément une quarantaine, mais c'est un suivi à domicile des contacts. Et ils sont actuellement au nombre de 49. Et on ne doit pas être étonné que le nombre de cas communautaires augmente. Il faut que les populations de Kaolack sachent que le virus circule à Kaolack. Le CTE actuellement au total a eu à hospitaliser 71 cas, dont il y a eu 5 seulement décès. Tout le reste est guéri. Et il y a 5 actuellement qui sont hospitalisés là-bas. Sur les 71, il y a 5 hospitalisés actuellement là-bas. Tout le reste est guéri. Donc le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont mortes parmi ceux qui sont hospitalisés, tourne autour de 6%. Donc je pense qu'il y a de gros efforts. Et je vous ai parlé de 12 décès, mais les autres décès ne sont pas survenus au niveau du CTE. C'est dans d'autres structures, soit publiques, soit privées, ou bien à domicile. C'était le médecin du bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique de la région médicale de Kaolack, Dr Bassirou Ndir, qui revenait donc sur le point de la situation de la COVID-19 dans la région de Kaolack, où nous restons avec le gouverneur qui met en garde les récalcitrants. Des sanctions très corsées seront prises contre tout individu qui enfreint la loi. Mamadou Camara. Le chef de l'exécutif régional de Kaolack a requinqué les forces de l'ordre pour qu'elles veillent sur le respect scrupuleux des lois et règlements pris par la hiérarchie dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C'est dans un ton dur et sec qu'il s'est adressé aux Kaolackois. Tolérance zéro, a-t-il martelé. Alioune Badara Mbengue est le gouverneur de la région de Kaolack. Tolérance zéro. Toute violation de l'une quelconque des dites dispositions sera punie des peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Le code des contraventions prévoit un certain nombre de sanctions, dont notamment les sanctions pécuniaires. Les sanctions pécuniaires pour décourager vraiment donc les contrevenants. Entre autres sanctions, parce qu'il est remarqué qu'à chaque fois qu'on brandit des sanctions pécuniaires, généralement les gens obtempèrent. C'est pourquoi on va commencer par des sanctions pécuniaires. Au-delà donc de la sensibilisation, tous azimuts, on a beaucoup sensibilisé. On a beaucoup communiqué. Mais les gens persistent dans leur comportement. Donc cette fois-ci, vraiment, nous allons appliquer conformément aux lois et règlements, donc les sanctions, parmi lesquelles la sanction pécuniaire. Nul n'est censé ignorer la loi, avertit le gouverneur de Kaolack. Gare aux récalcitrants et à bon entendeur, salut. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Le gouverneur de la région de Kaolack sort un arrêté interdit pour 3 mois les rassemblements dans les cérémonies familiales, dans les places publiques, les salles de gymnastique et autres restaurants. Les détails avec le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, avec Mamadou Camara. En application des décisions arrêtées par le gouvernement, conformément aux directives de M. le Président de la République, dans le cadre de la guerre menée contre la pandémie de la COVID-19, les mesures ci-après sont prises à partir donc du 11 août 2020 pour une durée de 3 mois. 1. La fermeture des bars, discothèques, salles de spectacle et salles de sport. 2. L'interdiction des rassemblements au niveau des terrains de sport. 3. L'interdiction de toute fréquentation des plages. C'est après Koundam, Kawon, Baobolon. L'interdiction des rassemblements à l'occasion des cérémonies familiales, mariage, baptême, funérailles. 5. Les restaurants sont placés sous le régime de la vente à emporter et il y est proscrit chant, musique et danse susceptibles de créer un rassemblement. 6. Le port obligatoire de masques dans les services administratifs publics et privés, dans les commerces et dans tout autre endroit recevant du public où il est également obligatoire de respecter toutes les autres mesures barrières, notamment la distanciation sociale. C'était donc le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, qui revenait sur les mesures restrictives
initiatives prises pour lutter efficacement contre la Covid-19 à Kaolack, où le virus circule. Et nous parlons des impacts négatifs de la Covid-19. Les entreprises de presse en ligne sont fortement impactées, selon le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne. Pour Ibrahima Lys Faye, il n'y a plus de recettes publicitaires. Il lance son appel aux autorités étatiques. Nous l'écoutons avec Birama Ndiaye. Il faut reconnaître que la Covid-19 a eu des conséquences très néfastes au niveau des entreprises de la presse en ligne, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans des difficultés et il y en a qui risquent de mettre la clé sous le paillasson parce que simplement, ils n'ont plus de recettes pour pouvoir faire face aux dépenses. Et ce qui nous a frappé de plein fouet, c'est en fait une augmentation drastique des visiteurs, parce que pendant la Covid, il y a beaucoup qui sont restés chez eux, surtout pendant la période de confinement. Or, disons, il n'y avait pas de recettes et donc il fallait augmenter la bande passante, augmenter aussi les capacités de nos serveurs pour faire face à ce rush-là. Et donc, par rapport à tout ça, il y a eu des dépenses imprévues qui aujourd'hui ont beaucoup grevé notre budget et nous posent énormément de difficultés. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme et nous avons fait un plan d'aide d'urgence que nous avons déposé auprès du ministère de l'économie et aussi auprès du ministère de la communication, espérant que l'État va réagir. Sinon, ça va être catastrophique, en tout cas pour les entreprises de presse en ligne, surtout pour les grandes entreprises de presse en ligne, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont bien structurées, qui ont une rédaction, qui ont, disons, une administration et qui payent correctement, disons, les charges fiscales et qui, en tout cas, mettent dans de bonnes conditions leurs employés. Donc, ce sont plus ces grandes entreprises-là qui risquent, en tout cas, de vivre les contre-coups de la Covid-19 parce que simplement, en fait, il n'y a plus de recettes et l'activité continue, l'activité est toujours en plein régime. C'était Ibrahima Lys Faye, président de l'APEL, qui lançait donc un appel à l'endroit des autorités car leur secteur est impacté par la Covid-19. Sud FM. Épreuve anticipée de philosophie prévue demain mercredi sur l'étendue du territoire national. L'Académie de Saint-Louis compte en tout 11 469 candidats. Ils seront répartis dans les 38 jurys ouverts dans les 33 centres d'examen que compte cette académie. Sur les 11 469 candidats figurent 6 066 filles, candidats issus de 5 inspections de l'éducation et de la formation. D'après notre correspondant à Saint-Louis, Yves Tendeng. De retour à Dakar, nous parlons toujours de ces épreuves d'anticipé de philosophie. Au lycée de Kennedy, tout est fin prêt pour les épreuves. Le dispositif sanitaire est renforcé, tout comme les ressources humaines, assure la proviseure Adjifatou Bari. Le centre d'examen du lycée John Fitzgerald Kennedy fin prêt à accueillir les candidats au baccalauréat pour les épreuves d'anticipé de philosophie de demain. Nous avons abrité les épreuves facultatives qui a été un entraînement. Donc, nous avons 3 jurys. Le plus grand aura 398 candidats. Un autre jury de 353 et un jury de 260 candidats. Dans ce centre qui doit accueillir un peu plus de 1000 candidats, le dispositif sanitaire n'est pas à négliger, estime la proviseure Madame Sarr, Fatoumata Sow. Nous allons respecter le dispositif sanitaire, donc le protocole, le renforcer, mettre en place une équipe d'orientation et d'accueil, parce que c'est des candidats qui viennent d'un peu partout. Les candidats vont s'asseoir en quinconce, c'est-à-dire en zigzag. Autre point qui lui tient à cœur, c'est le respect du règlement intérieur qui reste intact. Madame Sarr, de le rappeler aux candidats. De venir tôt, de porter le masque, de ne pas faire perdre du temps aux gens devant la porte en mettant le masque, en sortant le masque, qu'ils s'abstiennent d'avoir leur téléphone portable ou bien leurs écouteurs. Ça va nous faire perdre du temps et c'est pas utile. Parce qu'à force de nous focaliser sur le protocole sanitaire, on oublie les téléphones portables qui restent interdits dans les centres. Du côté de ces candidats, restés 3 mois sans faire de cours, le stress est certes palpable, mais la confiance également semble être au rendez-vous si l'on accroît cette candidate. Je suis un peu stressée parce qu'on avait du mal à s'adapter, surtout avec le confinement et tout ça, mais quand même on en fait de nos mieux
pour réviser. On a terminé le programme vu qu'on a supprimé le domaine 3. Les épreuves de philosophie programmées pour demain constituent les premières épreuves écrites dans la course pour le baccalauréat 2020 et ils seront près de 155 000 candidats à être évalués demain. A dit Fatou Barry. La Chambre de commerce de Dakar abrite ces 2 jours l'atelier national de renforcement des capacités du secteur privé sur l'accord sur la facilitation des échanges. Pour plus de détails, voici Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce de Dakar. Il est au micro d'Ismaël Marcel Kouli. Dans le cadre d'un accord signé entre l'OMC et le Centre international d'échange, le premier atelier s'est organisé en 2018 à Lomé et que l'invite a été fait aux chambres de commerce, les chambres consulaires quand même, de pouvoir informer les opérateurs économiques sur cette démarche. Donc tout le monde sait qu'au niveau des PMI et des PME, il y a beaucoup de petites difficultés que l'organisation essaie de faire de sorte pour quand même faciliter le travail de ces PME-PMI. Donc c'est pour cela que des initiatives ont été prises dans le cadre de cet atelier pour demander aux chambres consulaires d'organiser le secteur privé, de pouvoir capter les informations économiques pour essayer de serrer les problèmes afin d'y apporter des corrections. Ce qui fait que cet atelier de formation au niveau national, la Chambre de commerce de Dakar l'a organisé pour partager avec le secteur privé sénégalais les préoccupations que nous partageons avec les autres chambres consulaires de la sous-région. Tous les problèmes liés aux activités transfrontalières, comme vous le savez, il y a beaucoup de tracasseries tout au long des corridors et que ce problème-là, ce n'est pas seulement un problème sénégalais, ce même problème, on le trouve partout. Donc, nous, pour ce qui concerne le Sénégal, pour jouer notre partition sur ça, nous avons vraiment jugé utile d'approcher les autorités, surtout la douane, la gendarmerie et aussi la police, pour essayer quand même de régler des problèmes ponctuels pour faciliter vraiment ce passage de corridor. Il y a des engins tels que des scanners que les gens commencent à utiliser au niveau de la gendarmerie. Ça peut permettre de contrôler et que ça ne peut pas aussi retarder ni créer des ruptures de charge. C'est pour cela que nous allons, nous, en tant qu'institution, faire cette plaidoirie pour que ces genres d'instruments, la gendarmerie comme la douane et la police, puissent l'utiliser, afin quand même de faire ce travail de contrôle, parce qu'il faut faire aussi le travail de contrôle, mais aussi ne pas retarder les gens, et que ça aussi, on sait que les petites et moyennes entreprises n'ont pas beaucoup d'argent pour faire face à ces genres de coûts. C'était donc le président de la Chambre de commerce Abdoulaye Sow. Un an après le meurtre présumé de feu Mafatim Mbaye du nom du conducteur de vélo taxi Jakarta à Thiès, le syndicat autonome et démocratique des chauffeurs de Jakarta du Sénégal dénonce les lenteurs notées dans le dossier. Le secrétaire général du SADIC, face à la presse, annonce une journée de deuil le 16 août prochain et une collecte pour venir en aide à la veuve de leur camarade laissée à elle-même. Le secrétaire général du SADIC, Issa Dieye, s'en explique au micro de Babacar Ndao. Le dossier concernant Mafatim, en principe, nous n'avons pas reçu de nouvelles là-dessus. Pourquoi? Son père avait fait une plainte accompagnée de Habib Niang. Jusqu'à présent, on ne sait où est-ce que le dossier en est. Il paraît qu'il n'y a pas encore eu de témoins pour témoigner là-dessus. Donc, ils sont à la recherche de témoins. Donc, un dossier qui fait 1 an à peu près. Il y a plusieurs dossiers d'essai qui ont été résolus en 3 mois pour un problème de témoins. Nous avons eu des témoins le jour J qui ont dû témoigner devant le préfet à la préfecture. J'étais là-bas, j'étais présent, qui a dit que j'étais en place derrière Mafatim Thiam. Le préfet est la première institution. Il a dû témoigner là-bas. Mais le gars n'a pas encore été interpellé. Ils ont dit qu'il n'a pas eu de témoins. Donc le dossier ne peut pas continuer sans témoin. Donc qui est enfermé? Et la plainte a été compte X. Sur la plainte, on n'a pas dénominé de personne. Il n'y a pas de dénomination. Donc qui enfermé? Qui poursuit? On attend des témoins pour savoir qui poursuit. Parce que là où on fait la conférence de presse, 2 personnes m'ont trouvé ici. J'étais en train de téléphoner ici même. Ils se sont plantés là-bas devant la maison. Bon, nous demandons Issa Dieye. Je suis venu, voilà, c'est moi Issa Dieye. Ils m'ont insulté, sortant un couteau en me disant si jamais on t'entend parler encore des affaires de Jakarta, et ils ont insulté, je ne voudrais pas parler de l'insulte là. Je suis reculé, ils sont partis. Peut-être ils avaient cru que j'appelais une personne. Ils sont venus à Jakarta. Pour moi, à cet instant-là, ils ont voulu qu'on incrimine les Jakarta pour moi. C'était à quelle heure? C'était vers 21h. Vers 28h. Ils sont prêts. Ils ont dit ça et ils sont partis. Je suis parti le lendemain matin, je suis parti au tribunal. J'ai même déposé la plainte au tribunal. Sans suite, chez le procureur. Sans suite, bon.
J'étais tout juste, c'était les Jakartaman qui étaient là en train de me garder. Maintenant, comme vous l'aviez dit, il se peut que même ceux qui m'ont menacé ont dû menacer les autres témoins. Donc, qui veut m'éteindre? Qui ne veut pas que je parle? Donc, que je ne suis pas témoin des faits. Mais c'est à ce jour-là que le syndicat s'est levé, qu'on a dû mettre une assemblée générale constitutive pour mettre un syndicat en place. Donc, c'est grâce à Mafatim que le syndicat de Jakarta est là. Et vous pensez que le dossier est classé sans suite ou bien? En tout cas, ils disent qu'il n'y a pas de témoins. Comment ils vont trouver les témoins? Ils vont attendre à chercher que les témoins. Je crois bien qu'une enquête, quand une personne fait une enquête, c'est à lui de chercher les témoins, mais pas rester tous les droits croisés en disant que bon, j'attends les témoins. Donc, qui a été interpellé, qui a été indexé? Donc, il y a les personnes indexées. Qui a été indexé? Donc, moi, j'ai dit même à la prévote de faire son boulot, mais le dossier, où est-ce que le dossier en est? Personne ne le sait. Issa Dieye, secrétaire général du syndicat démocratique et autonome des chauffeurs de Jakarta du Sénégal, qui dénonce les lenteurs notées dans le dossier du meurtre présumé d'un de leurs collègues, Mafatim Mbaye. Colère des populations de Ndiaganiao, une commune du département de Mbour. Elle pointe du doigt le ministre des Transports, Maître Oumar Youm, sur l'état de dégradation avancée de l'axe Ndiaganiao-Sandiara. Son bitumage est réclamé, n'est-ce pas Babacar Sow? Oumar Youm, encore une fois de plus, ne gestuwaat Ndiaganiao ndax xam ne moom ci département bi la bokk. Colère des populations de Ndiaganiao, une commune du département de Mbour, en cause l'indifférence du ministre des Infrastructures et des Transports Oumar Youm concernant le bitumage de l'axe Ndiaganiao-Sandiara, une vieille promesse qui tarde à se réaliser malgré les directives du président Macky Sall, selon le maire de Ndiaganiao, Gana Nying. Nous avons adressé des correspondances jusqu'au plus haut niveau, et même quand le président de la République inaugurait l'aéroport AIBD et l'axe Mbour-Kaolack, il avait donné l'ordre de réaliser l'axe Sandiara-Ndiaganiao. Des engagements ont même été pris, mais jusque-là, rien n'est fait. Nous lançons un appel au ministre des Infrastructures et des Transports. Une situation aggravée en période d'hivernage avec l'arrivée des pluies qui empêche aux automobilistes d'emprunter cet axe qui devient impraticable. Nos voitures se sont gâtées à cause de cet axe. Et Ndiaganiao est isolé du reste du Sénégal. Pour traverser cette localité, il faut faire un grand détour. Et quand il pleut, c'est impraticable cet axe. Même cri de cœur chez les femmes de Ndiaganiao qui entrent dans la danse. Elles réclament le bitumage de l'axe Ndiaganiao-Sandiara, un tronçon qu'elles empruntent quotidiennement à cause de leurs activités de commerce. Tous les jours, les femmes empruntent cet axe. C'est toujours des problèmes de santé. Même les femmes en couche ont des difficultés. Un appel qui, selon les populations de Ndiaganiao, ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, car le ministre interpellé Oumar Youm est un fils du terroir. Babacar Sow de Pimbour pour Sud FM. Babacar, retenez avec nous qu'au cours de cette nuit et la journée du mercredi, le temps sera stable sur la majeure partie du territoire, hormis certaines localités du sud-ouest où la présence de nuages denses pourrait occasionner des risques de pluie. Toutefois, dans l'après-midi du mercredi, des activités pluvio-orageuses vont aborder le sud-est et le centre du pays. La chaleur sera de mise sur la quasi-totalité du territoire avec des températures qui vont varier entre 30 et 40 degrés Celsius. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur ouest à sud-est et d'intensité faible à modérée d'après l'ANACIM. Sud International. L'actualité internationale que nous démarrons par le Mali, 4e grande manifestation du mouvement du 5 juin RFP ce mardi à la place de l'Indépendance. Malgré la pluie fine qui a arrosé Bamako le matin et dans une partie de l'après-midi, quelques milliers de manifestants ont répondu à l'appel à la mobilisation du mouvement pour toujours réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Notre correspondant Sori Ibrahim Maïga a suivi pour nous. Avec des slogans comme Ibeka dégage ou Soumaïla Sissé, justice pour nos martyrs, sous la pluie, ces milliers de manifestants du M5 ont répondu à l'appel à la mobilisation de ce mardi 11 août. La démission d'Ibeka toujours maintenue. Ikassa Maïga.
de disparition en tant qu'État, nation, démocratie et république laïque et prospère, et exige toujours, purement et simplement, la démission de M. Ibrahim Boubacar. M. Kanté fait partie des militants du M5, trempés par la pluie et déterminés pour la cause du Mali. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous du Mali. Tous les fils et filles du Mali sont présents aujourd'hui. Nous sommes là pour dire à l'opinion nationale et internationale que le système qui gère le Mali, on ne se retrouve pas dedans. Nous sommes les Maliens et c'est de notre droit de se lever pour défendre notre pays. Vraiment. À l'image de ces manifestants, le mouvement rejette les recommandations de la CEDEAO qui séjournent depuis lundi dans notre pays. Les recommandations de la CEDEAO ne répondent pas aux demandes du peuple malien, ne répondent pas aux attentes du peuple malien et c'est des recommandations qui sont anticonstitutionnelles. Et donc ce combat, nous allons le continuer jusqu'à la victoire finale, jusqu'à avoir des satisfactions venant du peuple malien, si plaît au bon Dieu. Donc la CEDEAO pour nous n'a vraiment pas proposé des solutions adéquates pour les problèmes, pour les attentes du peuple malien. Comme promis, pas de casse. Aucun débordement, la sécurité en alerte maximale. Malgré la fin du rassemblement, des milliers de militants du M5 sont restés à la place de l'indépendance. La désobéissance civile continue selon les acteurs du regroupement. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Sori, le candidat démocrate à la présidence Joe Biden a choisi qui sera sa colistière lorsqu'il va affronter le président républicain Donald Trump à la présidentielle américaine de 2020, a rapporté NBC News aujourd'hui sur Twitter. Selon le média, il s'agit de la sénatrice de Californie Kamala Harris qui était d'une grande favorite, forte d'un parcours brillant. La sénatrice de 55 ans qui rêvait de devenir la première présidente noire des États-Unis va tenter finalement en novembre à ses côtés de devenir la première femme vice-présidente. L'Allemagne, l'OMS et la communauté scientifique émettent des doutes sur le vaccin russe. En effet, le président russe a annoncé que la Russie avait développé le premier vaccin contre le coronavirus, une affirmation qui, selon l'OMS, doit encore être vérifiée indépendamment et scientifiquement. L'annonce russe et l'ambition de mettre en production le vaccin dès septembre interviennent alors que même les essais ne sont pas terminés et que leur phase 3, après de milliers de sujets, ne doit commencer que mercredi prochain. C'est tout pour l'actualité internationale. Il est 22h27 dans nos studios. Nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. 104 villages de l'arrondissement de Médina Sabakh dans le département de Nioro peinent et souffrent énormément. Les structures sanitaires sont pauvres et font face à un manque criard et récurrent de médicaments. Les plateaux techniques sont archaïques, le personnel de santé qualifié insuffisant. Des femmes en état de grossesse avancée accouchent parfois sur des charrettes au cours de leur évacuation vers d'autres structures sanitaires de Nioro et certaines même rendent l'âme en cours de route. Les populations réclament une meilleure prise en charge médicale. Écoutons à ce propos Mohamed Sissé, membre de l'association And Defar Sunugor, au micro de Mamadou Kamara. Il y a une seule maternité ici à Kayemor. Les cases de santé, ce sont les populations qui se regroupent, qui cotisent pour construire des cases de santé. Et après construction, ils peinent pour avoir des équipements. Donc nous demandons aussi à l'État de dire à ses services sanitaires de venir dans l'arrondissement de Médina Sabakh et de construire des cases de santé. L'évacuation des malades, c'est le casse-tête parce qu'à chaque fois, on a eu ces problèmes des femmes qui malheureusement perdent la vie en rejoignant la maternité. Faute de route, parce que pendant l'hivernage, toutes les routes sont coupées, tous les villages sont coupés de Kayemor. Donc il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie en donnant la vie et que ça c'est vraiment triste et que nous le déplorons jusqu'à la dernière énergie. Nous voulons un système de santé qui est acceptable. On ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Au moins qu'on ait les services minimums de base dans l'arrondissement de Médina Sabakh. Et puis parlons de la situation de la malnutrition des enfants qui est très préoccupante dans la commune de Ngogom à Djourno.
Diourbel. Des kits alimentaires ont été offerts aux différentes structures sanitaires de cette commune par la fondation Gorgui Sy Dieng, une action qui vient à son heure selon l'infirmier chef de poste de Ndiagalak Ismaïla Ndiaye au micro de Adama Ndiaye. Il y a beaucoup de facteurs qui sont à l'origine de ça. La façon dont on s'alimente n'est pas bonne. Deuxièmement, il y a aussi un manque de moyens, il y a aussi un manque de partenaires pour nous appuyer. Ça vient au bon moment, ça va nous faciliter à redoubler d'efforts, à renforcer notre travail pour bien prendre en charge les malnutris. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Il est 22h30 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Panne du scanner de l'hôpital de Ourossogui, conséquence, les victimes d'AVC et d'accidents de la route paient un lourd tribut. L'alerte du chef du service d'accueil des urgences de l'hôpital de Ourossogui. Mesures restrictives de lutte contre la Covid-19, le gouverneur de Kaolack applique à la lettre les mesures édictées. Alioune Badara Meng avertit les récalcitrants. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Kaolack, qui a enregistré 12 décès et un taux de mortalité de 6% enregistré dans le centre de traitement Kaolack où le virus circule. Épreuve anticipée de philosophie, les centres d'examen devant accueillir les 155 110 candidats devant composer demain sont fin prêts au moment où les populations de Ndiaganiao dans le département de Mbour sont dans tous leurs états. Elles réclament le bitumage de l'axe Ndiaganiao-Sandiara. La tutelle maître Oumar Youm est interpellée. L'actualité internationale nous a mené aux États-Unis où Joe Biden a choisi sa colistière pour la présidentielle de novembre, alors qu'au Mali, la 4e grande manifestation du mouvement 5 juin s'est tenue ce mardi sans heurts malgré la plus fine. Une bonne partie de population donc est sortie pour soutenir le M5 qui réclame toujours le départ du président Ibrahima Boubacar Keïta, plus connu sous le nom de IBK. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye vient à l'instant de boucler cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui, merci également à vous auditrices et auditeurs de Sen Radio. Comme tous les mardis, vous avez droit à la rediffusion de votre émission Rétrosport avec El Hadj Pape Ibrahima Dieng. Avant cela, retrouvez l'équipe de Sud Éducation. Très bonne suite de programme.